abonnez-vous, si ce n'est pas encore fait, et laissez un like, ça aide vraiment à faire connaître ces affaires. Maintenant, entrons dans les faits. Voici les mots exacts. Les mots sont très importants, ici. Il a dit. Il pense maintenant que le gendre pourrait être le principal suspect. Ce sont les mots utilisés. Le gendre pourrait être le principal suspect à ce stade. La journaliste d'investigation Ashley Banfield a reçu cette semaine des informations d'une source fiable au sein des forces de l'ordre. Et ce que cette source lui a dit ne pointait pas vers un inconnu, pas vers une silhouette masquée sur un porche, pas vers une opération d'enlèvement élaborée planifiée depuis l'extérieur du monde de Nancy Guthrie. Ça pointait vers quelqu'un qui en faisait partie. Selon les informations de Banfield, les enquêteurs pourraient tourner leur attention vers le gendre de Nancy Guthrie. Ce sont les termes précis, utilisés par sa source. Le gendre pourrait être le principal suspect, pas inculpé, pas arrêté, pas nommé publiquement par un seul enquêteur devant une caméra. Mais la surveillance est réelle, et la direction dans laquelle elle pointe change complètement le paysage émotionnel de cette enquête pour tous ceux qui la suivent depuis février. Avant toute chose, je veux être clair sur ce que cela signifie et ce que cela ne signifie pas. Tommaso Cioni n'a été désigné comme suspect par aucune agence des forces de l'ordre publiquement. Aucune charge n'a été déposée. Aucune arrestation n'a été effectuée. Banfield elle-même a été prudente avec ses mots. Elle ne fait pas de suppositions. Elle transmet ce qu'une source des forces de l'ordre lui a dit directement. Cette distinction est énorme. Ce n'est pas une rumeur qui se répand sur les réseaux sociaux. C'est une journaliste qui suit des informations vérifiées jusqu'où elles mènent. Et en ce moment, elles mènent quelque part qui met beaucoup de gens profondément mal à l'aise. Alors, laissez-moi vous poser une question. Directement, pourquoi les enquêteurs se tourneraient-ils vers quelqu'un que Nancy connaissait et en qui elle avait confiance, plutôt que vers un inconnu de l'extérieur? L'instinct de la plupart des gens qui suivent une affaire comme celle-ci est d'imaginer un intrus, quelqu'un qui n'avait pas sa place là, quelqu'un d'inconnu. Cette explication est plus facile à accepter parce qu'elle maintient le danger à distance. Mais les enquêteurs ne fonctionnent pas ainsi. Quand quelqu'un disparaît, les premières personnes examinées sont presque toujours celles les plus proches de la victime, les membres de la famille, les personnes ayant un accès régulier au domicile, ceux qui connaissaient son emploi du temps, ses habitudes, ses routines et ses vulnérabilités. Des gens qui pouvaient se déplacer dans son espace sans déclencher la moindre alarme. Quelque chose a poussé cette enquête à se retourner vers l'intérieur. Quelque chose a fait que les personnes travaillant sur cette affaire ont détourné le regard de l'idée d'un inconnu venu de l'extérieur et ont commencé à poser des questions plus difficiles sur quelqu'un à l'intérieur du cercle de Nancy. Et quand ce changement se produit dans une enquête sur une personne disparue, ce n'est jamais aléatoire. C'est toujours guidé par les preuves. Voici maintenant comment les preuves physiques se connectent directement à ce changement. Les caméras de la propriété de Nancy étaient endommagées ou manquantes. Selon les informations sur l'affaire, les équipements de surveillance qui auraient dû enregistrer l'activité à son domicile ne fournissaient pas les réponses attendues par les enquêteurs. Dans une affaire où chaque seconde d'image peut compter, cette absence n'est pas de la malchance. Les enquêteurs la traitent comme une information. Et voici la question que cette absence force à poser. Qui savait où se trouvaient ces caméras? Pas dans un sens général, spécifiquement, précisément. Qui comprenait les angles exacts qu'elles couvraient, les angles morts qu'elles rataient, et ce qu'elles étaient capables de capturer une nuit donnée? Ce niveau de connaissance n'appartient pas à un inconnu. Un inconnu ne pénètre pas sur une propriété inconnue et n'identifie pas immédiatement quels dispositifs d'enregistrement doivent être neutralisés avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe. Ce type de connaissance appartient à quelqu'un qui était entré dans cette maison plus d'une fois. Quelqu'un qui avait parcouru ces pièces
et comprenait suffisamment la disposition pour s'y déplacer avec assurance dans l'obscurité. Ajoutez maintenant la réalité physique de Nancy à ce tableau. Elle a 84 ans. Sa mobilité est limitée. Elle ne peut pas marcher de longues distances sans difficulté. Elle ne peut pas conduire quelque part sans être détectée. Chaque enquêteur travaillant sur cette affaire comprend que sa disparition nécessitait de l'aide. Elle nécessitait un véhicule. Elle nécessitait quelqu'un physiquement capable de la déplacer. Et elle nécessitait quelqu'un qui pouvait faire tout cela sans être vu par des voisins, des conducteurs qui passaient, ou quiconque en mesure de signaler ce dont il avait été témoin. Déplacer une femme âgée sans être détectée n'est pas quelque chose qui se produit facilement ou rapidement. Cela exige une connaissance du quartier. Cela exige du timing. Cela exige de savoir quand la propriété serait calme et quand les routes voisines auraient le moins de circulation. Ce niveau de planification s'éloigne d'un inconnu et se rapproche de quelqu'un avec une familiarité intime avec le monde de Nancy. Vient ensuite le détail qui a transformé cette enquête de théories et de questions en preuves physiques et tangibles. Selon les informations sur l'affaire, un véhicule lié à la famille a été saisi par les enquêteurs. Ce développement n'est pas un petit détail, c'est un tournant. Les véhicules conservent des informations longtemps, après que les personnes qui les occupaient croient que ces informations ont disparu. Les enquêteurs peuvent extraire de l'ADN, de surfaces auxquelles la plupart des gens ne penseraient jamais à nettoyer. Ils peuvent trouver des traces, fibres, terre, cheveux, transférés lors de contacts qui n'ont duré que quelques secondes. Ils peuvent extraire des données de localisation des systèmes embarqués qui ont enregistré chaque itinéraire emprunté par le véhicule et chaque endroit où il s'est arrêté. Ils peuvent examiner l'intérieur à la recherche de signes de nettoyage récents, pouvant indiquer que quelqu'un a tenté de retirer quelque chose des surfaces après le fait. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur les preuves liées au véhicule. Un nettoyage excessif à l'intérieur d'un véhicule dans le contexte d'une enquête sur une personne disparue est lui-même traité comme une preuve. Cela ne signale pas l'innocence, cela signale la conscience. La conscience que quelque chose devait être retiré. Les enquêteurs ne saisissent pas des véhicules à la légère. Le processus exige une justification. Il exige que les enquêteurs croient, sur la base de ce qu'ils savent déjà, que le véhicule peut contenir des éléments pertinents pour l'affaire. Quelque chose dans les informations qu'ils avaient déjà recueillies les a orientés vers ce véhicule spécifique, et ce quelque chose provenait de l'orbite familiale. Pour tous ceux qui suivent cette affaire de l'extérieur, cette saisie de véhicule est le moment où l'enquête est devenue indéniable. Ce ne sont plus des enquêteurs posant des questions et examinant des images de sécurité voisines. Ils détiennent des preuves physiques, ils les traitent, et quelles que soient les révélations de ces preuves, elles vont réduire cette affaire vers une conclusion que quelqu'un croyait ne jamais venir. Permettez-moi maintenant de vous présenter ce que les enquêteurs construisent réellement en ce moment. Parce que la révélation de Banfield et la saisie du véhicule n'existent pas de façon isolée. Elle s'appuie sur un tableau médico-légal qui s'est discrètement constitué depuis le 1er février. Et quand on voit tout cela ensemble, la direction dans laquelle cette enquête évolue devient très difficile à mal interpréter. Commençons par le sang. Selon les informations sur l'affaire, du sang a été trouvé près de l'entrée principale du domicile de Nancy. Ce sang a été collecté et soumis pour analyse médico-légale. Les tests ADN détermineront à qui il appartient et s'il relie quelqu'un déjà impliqué dans cette enquête. Ce résultat seul pourrait changer la direction de tout. Si vous suivez cette affaire depuis le début, laissez un commentaire ci-dessous. À quel moment avez-vous commencé à douter de la piste de l'inconnu? On continue. Pensez maintenant à ce que signifient réellement les deux résultats possibles. Si le sang appartient à Nancy, il indique aux enquêteurs que quelque chose lui est arrivé à ou près de cette entrée.
Une confrontation, une lutte, un moment où El Assal a été blessé avant d'être déplacé. Si le sang appartient à quelqu'un d'autre, cela raconte une histoire complètement différente. Cela place une autre personne à cette entrée. Cela crée un lien biologique entre un individu spécifique et l'endroit exact où les enquêteurs pensent que la disparition de Nancy a commencé. Et l'un ou l'autre résultat réduit le champ des possibilités. Voici maintenant où la théorie de la mise en scène devient impossible à ignorer. Parce que lorsque vous placez le sang près de l'entrée, à côté de la porte arrière ouverte, à côté des caméras endommagées, et que vous regardez les trois ensemble, une image spécifique émerge. Le sang près d'une entrée suggère que quelque chose s'est produit, à ou près de cette porte. Une porte arrière ouverte soulève la question de comment elle en est arrivée là. Et si elle avait été laissée ouverte par quelqu'un partant à la hâte, ou par quelqu'un qui voulait qu'elle paraisse d'une certaine façon. Des caméras endommagées ou manquantes suggèrent quelqu'un qui comprenait ce que ces dispositifs pouvaient capturer et a pris une décision délibérée de les empêcher d'enregistrer quoi que ce soit. Pris individuellement, chacun de ces détails pourrait avoir une explication innocente. Pris ensemble, ils cessent de ressembler à une scène chaotique et commencent à ressembler à une scène qui a été construite, arrangée, mise en scène pour orienter les enquêteurs dans une direction qui sert les intérêts de quelqu'un. La mise en scène est quelque chose que les forces de l'ordre prennent très au sérieux. Lorsqu'une scène semble avoir été altérée après les faits, les enquêteurs cherchent qui avait le temps, l'accès et les connaissances pour la modifier. Un inconnu se précipitant dans une maison inconnue, au milieu d'un crime, ne s'arrête pas pour penser à la mise en scène. Mais quelqu'un qui connaissait cette propriété, qui avait eu le temps de planifier, qui comprenait ce que les enquêteurs chercheraient à leur arrivée. Cette personne, peut-être. Et voici le défi direct que je veux vous lancer. Qui dans la vie de Nancy Guthrie avait le temps, l'accès, la connaissance de cette propriété, et une raison de se soucier de ce que les enquêteurs trouveraient à leur arrivée? Cette question n'a pas de réponse confortable pour l'instant, mais les enquêteurs travaillent à en trouver une. Permettez-moi maintenant d'aborder les preuves numériques, parce que c'est là que l'affaire devient médico-légalement très sérieuse très vite. Selon des enquêteurs familiers avec l'affaire, les relevés téléphoniques sont en cours d'examen. Chaque appel, passé depuis et vers le numéro de Nancy dans les jours et heures précédant sa disparition. Chaque appel passé par les personnes les plus proches d'elle durant cette même fenêtre. Les enquêteurs construisent une chronologie qui cartographie où les gens ont dit qu'ils étaient par rapport à l'endroit où leur téléphone se trouvait réellement. Les données des antennes relais ne mentent pas. Elles n'oublient pas. Elles enregistrent l'emplacement d'un appareil avec une précision qui rend presque impossible pour quelqu'un de prétendre être à un endroit, alors que son téléphone pinguait une antenne ailleurs. Si quelqu'un dans l'entourage de Nancy a dit aux enquêteurs qu'il se trouvait quelque part de précis la nuit du 1er février et que ces données d'antenne relais disent autre chose, cet écart devient l'une des pièces à conviction les plus accablantes de toute l'affaire. Les preuves numériques vont au-delà des relevés téléphoniques. Les ordinateurs, tablettes et appareils connectés à l'intérieur du domicile peuvent contenir des informations sur ce qui a été recherché, ce qui a été consulté et ce qui a été supprimé. Les fichiers supprimés ne sont pas toujours définitivement effacés. Les enquêteurs disposant des bons outils peuvent récupérer des données que quelqu'un croyait avoir d'être définitivement supprimées. Les historiques de recherche peuvent révéler si quelqu'un effectuait des recherches sur des sujets pertinents à l'affaire dans les jours précédant la disparition de Nancy. Les relevés financiers peuvent montrer si des transactions inhabituelles ont eu lieu autour du moment de sa disparition. Chaque surface numérique dans la vie des personnes les plus proches de Nancy devient une source potentielle d'informations, et les enquêteurs les passent toutes en revue. Voici maintenant où les notes de rançon prennent un sens différent lorsqu'on les regarde à travers le prisme de la révélation de Benfield.
Parce que si les enquêteurs se tournent réellement vers quelqu'un, à l'intérieur du cercle familial, la demande de rançon ressemble moins à la preuve d'un ravisseur extérieur et davantage à quelque chose d'entièrement différent. Le Bitcoin n'est pas un choix aléatoire. C'est une monnaie spécifiquement choisie par des personnes qui veulent que les transactions restent difficiles à retracer. La personne, ou les personnes, qui ont inclus le Bitcoin dans ces demandes, savaient exactement ce qu'elles faisaient. Elles savaient ce que signifiait demander un paiement sous une forme qui ne passe pas par les systèmes bancaires traditionnels, ne génère pas de traces papier et ne nécessite pas que quiconque montre son visage ou révèle son identité lors de l'échange. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un agissant impulsivement. C'est le comportement de quelqu'un qui a réfléchi soigneusement à comment recevoir de l'argent sans se faire prendre à le recevoir. Et les enquêteurs posent une question sur les notes de rançon que la plupart des médias n'ont pas posées directement. Ces messages ont-ils été envoyés par quelqu'un qui détient réellement Nancy? Ou ont-ils été envoyés par quelqu'un tentant de créer la confusion et de gagner du temps? S'agissait-il d'une communication authentique d'un ravisseur ou d'une mise en scène conçue pour introduire le doute dans une enquête qui se resserrait déjà autour d'un cercle plus restreint de personnes? Parce que voici ce que les enquêteurs comprennent à propos de la manipulation dans une affaire comme celle-ci. Quelqu'un qui veut que les enquêteurs poursuivent une théorie d'enlèvement est quelqu'un qui bénéficie du fait que les enquêteurs ne cherchent pas ailleurs. Et au moment où ces notes de rançon sont arrivées, les enquêteurs regardèrent déjà très attentivement ailleurs. Les notes de rançon, la saisie du véhicule, les caméras endommagées, la scène mise en scène, les données des antennes relais, l'ADN du sang près de l'entrée. Chaque fil de cette enquête est tiré simultanément, et chaque fil mène vers le même cercle restreint de personnes. La source d'Ashley Banfield ne pointait pas vers un inconnu, et les preuves physiques commencent à expliquer pourquoi. Permettez-moi maintenant de rassembler tout cela, parce qu'il y a une question au centre de cette enquête qu'aucun responsable officiel n'a été prêt à répondre publiquement. Et les preuves qui se sont accumulées sur 5 mois de travail médico-légal, minutieux, rendent cette question de plus en plus difficile à éviter. Pourquoi quelqu'un à l'intérieur du cercle de Nancy Guthrie ferait-il cela? Le mobile est le fil que les enquêteurs tirent lorsque les preuves physiques seules ne complètent pas le tableau. Et dans une affaire où l'attention se tourne vers un membre de la famille, les enquêteurs ne se demandent pas seulement ce qui s'est passé et comment. Ils demandent pourquoi. Qu'est-ce que quelqu'un dans cette position gagne? Sous quelle pression était-il? À quoi ressemblait sa situation financière dans les semaines et les mois précédant le 1er février? Les relevés financiers sont en cours d'examen dans le cadre de cette enquête. Et voici pourquoi cela importe spécifiquement dans le contexte de l'attention portée au gendre. Lorsque les enquêteurs tournent leur attention vers quelqu'un à l'intérieur de la famille d'une victime, l'une des premières choses qu'ils examinent, c'est l'argent, les polices d'assurance, les dettes en cours, les transferts récents, les retraits inhabituels, toute pression financière qui pourrait expliquer pourquoi quelqu'un qui avait tout à perdre en commettant un crime aurait pu décider que le risque en valait la peine. C'est une pratique d'enquête standard dans les affaires impliquant des membres de la famille. Ce n'est pas une accusation, c'est une méthodologie. Et le fait que les enquêteurs se déplacent apparemment dans cette direction vous dit qu'ils croient que la question du mobile a une réponse qui vaut la peine d'être trouvée. Parlons maintenant des interviews de témoins, parce que c'est la partie de l'enquête que le public voit le moins et qui produit souvent les résultats les plus significatifs. Des voisins qui ont peut-être vu quelque chose sans réaliser son importance sont de nouveau interrogés. Des personnes qui ont été en contact avec Nancy dans les jours précédant sa disparition se voient poser des questions détaillées sur son état d'esprit, son comportement, et si quelque chose semblait différent ou anormal dans les semaines menant au 1er février. Parfois, le détail le plus important dans une affaire de personnes disparues vient de quelqu'un
qui ne pensait pas que ce qu'il avait vu valait la peine d'être mentionné. Une voiture garée à un endroit inhabituel, à une heure inattendue, une lumière allumée quand elle aurait dû être éteinte, une conversation qui semblait légèrement étrange, un visiteur venu plus d'une fois en peu de temps. Les enquêteurs collectent tout cela et cherchent le schéma en dessous. Et voici quelque chose qui se connecte directement aux images de la sonnette, encore scellées dans cette enquête. Si les images complètes montrent des visites répétées à la propriété de Nancy dans les jours ou les semaines précédant le 1er février, depuis un véhicule ou une personne connectée au cercle familial, ces images cessent d'être des preuves de la surveillance d'un inconnu et deviennent des preuves de quelque chose de bien plus délibéré, quelque chose qui a été planifié non pas sur des jours, mais sur des semaines, par quelqu'un qui savait exactement quand venir et exactement combien de temps rester. Je veux maintenant aborder quelque chose que la réaction du public à la révélation de Banfield a largement manqué, parce que la majeure partie de la conversation en ligne autour de ce développement s'est concentrée sur la question de savoir si le gendre est coupable ou innocent. Et c'est la mauvaise question à poser en ce moment. La bonne question est, qu'est-ce qui a spécifiquement poussé les enquêteurs à orienter leur attention vers l'intérieur, après des mois à poursuivre publiquement la théorie d'un ravisseur extérieur? Les enquêteurs ne redirigent pas une enquête fédérale active sans que des preuves ne conduisent cette redirection. Ils ne passent pas d'une silhouette masquée sur un porche à un membre de la famille sans que quelque chose de concret ne les pousse dans cette direction, quelque chose qu'ils ont trouvé, quelque chose qu'ils ont testé, quelque chose qu'ils ont confirmé et qui a changé la trajectoire de cette affaire. De regarder vers l'extérieur à regarder vers l'intérieur. Et ce quelque chose se trouve à l'intérieur des preuves scellées que cette enquête protège depuis février. Pensez aux 3 éléments scellés que nous avons déjà couverts. Le premier appel au 911 fait dans une panique brute avant que quiconque ait eu le temps de réfléchir à la façon dont ces mots allaient sonner. Les images complètes de la sonnette montrant tous ceux qui se sont approchés de cette propriété au cours des semaines précédant la disparition de Nancy et l'ADN récupéré sur la scène actuellement, réduit grâce à un travail de généalogie génétique. Regardez maintenant ces 3 éléments à travers le prisme de la révélation de Banfield. Si l'appel au 911 contient un nom mentionné dans la panique qui se connecte à quelqu'un à l'intérieur du cercle familial, les enquêteurs auraient toutes les raisons de le sceller jusqu'à ce que l'affaire soit prête pour les poursuites. Si les images de la sonnette montrent un véhicule lié à la famille visitant la propriété dans les jours précédant le 1er février, ces images deviennent des preuves de préméditation, pas seulement des preuves de présence. Et si l'ADN, récupéré sur la scène, se connecte via le travail de généalogie à quelqu'un déjà dans l'enquête, ce résultat change tout à la chronologie du moment où une arrestation devient possible. Les 3 éléments scellés, tous les 3 pointant potentiellement vers la même réponse, tous les 3 protégés avec la même cohérence délibérée que les enquêteurs n'appliquent que lorsqu'ils pensent que les preuves compteront devant un tribunal. Voici maintenant ce que je veux que vous gardiez à l'esprit en cette fin de soirée. Tommaso Cionni a été visible tout au long de cette enquête. Il est apparu publiquement avec la famille. Il a participé aux recherches. Il s'est tenu aux côtés de Savannah Guthrie pendant que la famille lançait des appels à quiconque avait enlevé Nancy. Le public l'a regardé faire son deuil. Le public a accepté sa douleur comme réelle parce que c'est ce que font les gens quand ils voient quelqu'un souffrir aux côtés d'un visage célèbre à la télévision. Mais les enquêteurs n'acceptent pas le deuil à sa valeur nominale. Ils le mesurent par rapport aux preuves. Ils comparent ce que quelqu'un dit publiquement par rapport à ce que les relevés téléphoniques montrent en privé. Ils testent ce que quelqu'un prétend sur ses déplacements par rapport à ce que les données des antennes relais ont enregistré. Ils examinent le véhicule. Ils traitent l'ADN. Ils écoutent l'appel au 911. Et quand ce que quelqu'un dit
ne correspond pas à ce que les preuves montrent. Cet écart devient la pièce d'information la plus importante de toute l'affaire. Quelque chose a poussé la source des forces de l'ordre d'Ashley Banfield à utiliser les mots « le gendre pourrait être le principal suspect ». Ce ne sont pas des mots qu'une source utilise avec désinvolture. Ce sont des mots qu'une source utilise quand l'enquête a évolué vers un endroit où le langage de la suspicion est devenu inévitable. Le véhicule est en preuve. L'ADN est en cours de traitement. Les données des antennes relais sont cartographiées par rapport à chaque déclaration faite sur cette nuit-là. L'appel au 911 est scellé. Les images de la sonnette sont scellées. Et le travail de généalogie génétique se resserre, branche par branche, vers un nom. Tommaso Cionni n'a pas été inculpé, n'a pas été arrêté, n'a pas été nommé publiquement par aucune agence des forces de l'ordre. Nous l'affirmons clairement et nous le répétons à chaque fois. Mais l'enquête avance. Elle avance avec une intention. Et la direction dans laquelle elle continue de voyager est vers l'intérieur, vers les personnes qui étaient présentes, vers la propriété où Nancy vivait, vers les preuves que quelqu'un croyait ne jamais être trouvées. Nancy Guthrie allait à la messe chaque dimanche matin. Elle appelait sa fille chaque jour, sans exception. Elle faisait entièrement confiance aux personnes les plus proches d'elle. Elle méritait de vieillir tranquillement dans la maison qu'elle aimait. La vérité de ce qui lui est arrivé la nuit du 1er février n'est pas hors de portée. Elle existe à l'intérieur des preuves déjà collectées, à l'intérieur des enregistrements numériques en cours d'examen, à l'intérieur des résultats médico-légaux encore en cours de traitement. Et les enquêteurs s'en rapprochent chaque semaine qui passe. Restez avec cette affaire. Quelque chose est en mouvement. Si cette vidéo vous a tenu en haleine, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour. On se retrouve très bientôt.